Eh bien, merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier les organisateurs pour leur invitation. Toulon, Aix et Marseille avec l'Alsace, ça fait un front de l'Est très uni aujourd'hui. Alors, je vais vous parler effectivement essentiellement des troubles de la posture dans ces deux composantes qui sont l'orientation posturale et l'équilibre, et les troubles de la marche. Alors, ça a déjà été dit, les ganglions de la base font partie d'un... Tu l'as gardé ? Merci beaucoup. Font partie d'un réseau connecté au cortex, ganglion de la base, on en a parlé, noyau pédonculon-pontin, la substance réticulée, et avec toutes les projections vers les centres générateurs de rythme de la moelle épinière, toutes ces structures sont extrêmement connectées, et on comprend bien que quand il existe des lésions à quelque niveau que ce soit de ces boucles et de ces projections, on ait des troubles de la marche et de l'équilibre, et c'est effectivement ce qu'on observe dans toutes les maladies qui vont léser les ganglions de la base. Les troubles de la marche et de l'équilibre sont constants dans la maladie de Parkinson et dans les syndromes parkinsoniens, mais enfin là je parlerai aujourd'hui essentiellement de la maladie de Parkinson. Là vous voyez les différents stades cliniques de la maladie, un certain nombre de stades précliniques et prémoteurs qui ne nous concernent pas par définition. Quand on attaque la phase motrice, quand on est dans la première période même, au tout début de la maladie, on sait que les troubles de la marche, plus que d'ailleurs les troubles de l'équilibre, peuvent être présents. Il s'agit très souvent simplement d'une perte unilatérale du ballon du bras ou d'une asymétrie à la marche avec un membre inférieur qui traîne un peu. Il y a relativement peu de réduction encore de la longueur du pas, mais elle existe et la vitesse de marche est relativement peu modifiée. Et puis quand la maladie va évoluer, on peut voir apparaître des symptômes un peu plus sévères qui émergent particulièrement dans la période de off, dans les périodes de manque de traitement. Et puis, comme on l'a déjà dit plusieurs fois ce matin, on arrive à la phase tardive de la maladie, des lésions hors les circuits dopaminergiques. Et c'est là qu'apparaissent les troubles les plus graves, le freezing de on et de off, les chutes, l'instabilité posturale et les troubles de l'orientation posturale qu'on va détailler. Donc vous voyez, sous des typologies variables, les troubles de la marche, de la posture vont apparaître dès le début et vont s'aggraver et émailler chaque stade de l'histoire motrice de la maladie. Alors, avant d'aborder en détail la sémiologie, on a déjà pas mal parlé des échelles, en particulier du score clinique, du score UPDRS, dont on peut isoler un certain nombre d'items pour faire un sous-score dit axial. Alors, tout dépend de ce qu'on met dans le score axial. On peut mettre simplement la posture, c'est-à-dire on cote l'orientation posturale, le lever de chaise et la marche. Mais on peut, si on veut un score axial plus étendu, par exemple, ajouter l'hypertonie de la nuque ou la dysarthrie. Ça dépend de ce qu'on veut viser. On peut faire des tests quantifiés. Ce sont des tests qui sont très souvent réalisés, en particulier peut-être plus en rééducation qu'en neurologie, comme le classique test de lever de chaise. On a quelques questionnaires qui peuvent être utilisés, en particulier le questionnaire de Giladi du freezing, qui est un questionnaire assez utile et qui permet d'assez bien quantifier ces troubles de la marche dans la vie quotidienne. Si on place à des méthodes instrumentales, on a la posturographie statique, c'est-à-dire qu'on demande à un patient de se mettre debout en position immobile. Donc c'est une épreuve de Romberg dont on va donc quantifier la projection du centre de gravité, c'est-à-dire le centre de pression des pieds au sol, et on va mesurer un tortillon en considérant que l'importance de ce tortillon au sol mesure l'instabilité, par exemple, lors d'une épreuve de Romberg d'une minute. C'est un extrêmement mauvais test dans les syndromes parkinsoniens, et en particulier dans la maladie de Parkinson, parce qu'on observe très souvent chez des malades extrêmement instables plutôt une posturographie avec un tortillon plutôt court, parce qu'il y a une sorte de rigidification du contrôle postural, et parfois la dopa ou la stimulation du noyau sous-thalamique peuvent augmenter ce tortillon sans pour autant être la preuve d'une perte d'équilibre. La posturographie dynamique, on observe plutôt des réflexes d'adaptation. Donc vous savez, on fait un tilt, soit dans le sens vertical, soit dans le sens antéro-postérieur, et on va mesurer les réponses électromyographiques de
compensation, de réponse de stabilisation posturale. Il y a des réponses de court, de moyen et de longue latence. Les réponses de longue latence étant celles qui transitent par les ganglions de la base et qui sont dans la maladie de Parkinson un peu perturbées, surtout en termes d'amplitude. La correction est mal adaptée, un petit peu moins en temporel. Et ce n'est pas un outil qui, bien entendu, est utilisé dans le domaine de la pratique clinique. Méthode quantifiée de la marche. Alors là, vous les connaissez, elles sont nombreuses. On peut utiliser des capteurs de pression, des accéléromètres, on peut faire de l'électromyographie dynamique, on peut utiliser des méthodes comme la locométrie, ou on peut utiliser des systèmes qui sont plus performants, qui sont les systèmes optoélectroniques. Il y a plusieurs systèmes qui sont disponibles sur le marché. Ça consiste à mettre donc des pastilles qui vont être reconnues par des caméras infrarouges. On va faire des stick diagrammes, par exemple ici 2 enjambées, et à partir de cet enregistrement-là, on va pouvoir calculer des paramètres classiques comme la longueur du pas, la vitesse, mais aussi les amplitudes articulaires, des accélérations. Puis on peut s'intéresser, ce qu'on n'a pas quand on a par exemple des locomètres ou des tapis de marche, on peut s'intéresser à la posture, à l'attitude du tronc dans l'espace, voir des stratégies de stabilisation segmentaire, voir le ballon des bras. Donc c'est vrai que c'est le système le plus complet, mais ce sont aussi quand même les systèmes qui sont les plus lourds à manier. Encore qu'on ait fait ces dernières années des progrès assez considérables dans les méthodes d'analyse. On a beaucoup automatisé les méthodes d'analyse du signal, parce qu'avant il fallait avoir une longue période de calibration du système, puis ensuite une longue période de dépouillement. Donc les méthodes d'analyse qui vont plus loin que la NICS sont nombreuses, et un certain nombre de laboratoires de la marche se sont équipés de ces méthodes dans des services de rééducation, essentiellement, parfois aussi dans des services de neurologie ou de chirurgie orthopédique. Alors si on classe maintenant sur un point de vue plus clinique les troubles de la posture et de la marche, on peut faire 2 chapitres, donc les troubles de la posture, les troubles de la marche, et au sein de la posture, séparer 2 grandes composantes. La composante est la composante d'équilibration, donc qui est le maintien de l'équilibre et le maintien du centre de gravité au sein de périmètre de sustentation. Cette composante d'équilibre est atteinte dans la maladie de Parkinson. Elle est atteinte essentiellement parce qu'il y a dans ces circuits entre les régions frontales et les ganglions de la base une atteinte très sévère avec le cours de l'évolution de la maladie des réflexes de contrôle postural, que ce soit réflexe d'anticipation, réflexe de protection ou réflexe de correction. Le deuxième point, et qui n'est pas négligé dans cette maladie, on en reparlera, ce sont les troubles de l'orientation. C'est donc les déficits de maintien du corps, et en particulier du tronc, sur l'axe de la verticale idéale. Alors, on décrit 3 grands types de troubles. Je sais qu'on en reparlera en tout début d'après-midi. L'antécolie, qui est donc une flexion forcée de la tête sur le tronc. La camptocormie, qui est une flexion du tronc dans le sens antéro-postérieur, et le Pisa syndrome, qui est une inclinaison latérale du tronc par rapport à la verticale. Il sera d'ailleurs intéressant de faire le lien entre ces 2 troubles de la posture, car ils sont probablement pas indépendants. Le dernier point, ce sont les troubles de la marche. On en reparlera en termes de classification. La marche du Parkinsonien, au moins au début de la maladie, c'est une marche qui est une marche purement hypokinétique, c'est-à-dire qu'elle est définie par une réduction de la longueur d'enjambée. La réduction de la longueur d'enjambée, c'est l'hypokinésie à la marche, c'est le stigmate hypokinétique de la marche. Cette réduction de longueur d'enjambée est à l'origine d'une perte de la vitesse de marche, et c'est ça vraiment le déficit primitif, très dépendant du contrôle dopaminergique qu'on observe dans cette maladie. Alors, comme on l'a vu dans les diapos précédentes, bien sûr, l'expression, et on y reviendra, de ce trouble de la marche sera extrêmement variable en fonction du stade d'évolution de la maladie. Alors, on va maintenant voir les uns après les autres ces différents troubles. Les troubles de l'équilibre et des chutes, il est important de le souligner, sont des troubles qui sont tardifs. Un patient parkinsonien qui chute alors classiquement dans la première année, mais je pense même dans les 2-3 premières années de la maladie, si les chutes sont régulières, ou un patient parkinsonien qui va avoir une instabilité posturale qui, par exemple, va conduire, par exemple, à l'utilisation d'un fauteuil roulant dans les 5 premières années de la maladie, ce n'est pas une maladie de Parkinson idiopathique, ça n'est pas une forme classique de maladie de Parkinson. Il faut immédiatement évoquer
un syndrome parkinsonien atypique, en particulier de type maladie de Flynn-Richardson ou d'atrophie multisystématisée. Quoi qu'il en soit, si on prend l'ensemble de la population parkinsonienne, 2 patients sur 3 chutent chaque année, et 40% de ces chutes sont traumatiques, soit bien sûr par traumatisme direct, soit par traumatisme indirect, et vous le connaissez tous, ces grandes complications de la chute qui sont les phobies de la chute. Et il ne faut vraiment pas les sous-estimer. Autant la phobie de la chute, on les repère tous bien quand ça survient chez des patients âgés indemnes de maladies neurologiques identifiables. Autant quand la phobie de la chute s'intrique au syndrome parkinsonien ou à une autre maladie neurologique, on a du mal à faire la part des choses. Il faut vraiment, d'une part, progresser peut-être pour bien connaître et diagnostiquer les syndromes de phobie de la chute et les prendre en charge spécifiquement quand on prend en charge ces malades en rééducation. Le mécanisme des chutes est extrêmement variable. On peut dire que des chutes peuvent compliquer la phase de On également. Par exemple, quand les patients ont des mouvements anormaux, et quand on a vu les vidéos précédentes, on le comprend, extrêmement important, des dyskinésies de pic de dose. Mais pour simplifier quand même, il y a 2 grands mécanismes de chute. La première, je vous l'ai dit, ce sont les pertes de réflexes de posture. C'est-à-dire les malades, en particulier, ont du mal à contrôler leur rétropulsion. Et la chute classique, c'est l'ouverture d'une porte, la porte du frigo. Ils partent en arrière, ils sont incapables de contrôler ce déséquilibre vers l'arrière. Mais parfois aussi, c'est simplement, et tous les malades le racontent, s'ils se penchent pour ramasser quelque chose ou faire du jardinage, ils n'arrivent pas à maintenir le centre de pression et en général, ils basculent tête en avant. Alors là, ce sont des chutes moins traumatiques parce qu'ils sont plus près du sol. Par contre, les atteintes, les pertes de réflexes de rétropulsion sont extrêmement sévères. L'autre grand mécanisme, c'est le freezing, parce que le freezing, les festinations vont entraîner des pertes du contrôle avec vraiment le centre de gravité qui va partir vers l'avant. On dit que le malade court après son centre de gravité. En général, ils font des chutes vers l'avant qui sont parfois aussi des chutes traumatiques parce que ça se combine donc aux pertes des réflexes posturales et en particulier aux pertes de réflexes de défense avec la projection des bras en avant quand on tombe. Donc, je crois que c'est vraiment, il y en a d'autres, mais c'est peut-être, en tout cas, quand on va prendre ces malades en rééducation, je crois que le diagnostic initial dont vous avez souligné ce matin l'importance, c'est effectivement d'essayer de bien faire préciser aux patients, et c'est pas toujours facile, si les chutes sont plutôt lors de la locomotion, se font plutôt vers l'avant, ou si ce sont plutôt des chutes plutôt de type postural, vers l'arrière, vers le côté, liées quand ils sont en position statique. Alors, ce qui est intéressant, on l'a dit, ces anomalies sont peu dopaminergiques. Alors, on ne sait pas encore très bien où ça se passe et quel est le neurotransmetteur principalement impliqué. On commence à avoir quand même quelques informations sur des modèles animaux, en imagerie métabolique, en comparant population de chuteurs et de non-chuteurs, pour mettre en cause des circuits cholinergiques, en particulier dans le cortex frontal. Et ce qui est intéressant, c'est que alors ça reste encore un peu prudent, mais qu'un essai thérapeutique récent a démontré qu'on pouvait réduire les chutes chez les patients parkinsoniens en utilisant un inhibiteur de l'acétylcholinestérase qui, de mémoire, est la rivastigmine, mais ça reste à vérifier. En tout cas, c'est un inhibiteur de l'acétylcholinestérase. Comment ça marche? Est-ce que c'est une amélioration des processus attentionnels? Vous savez que le trouble attentionnel, on va y revenir, est un trouble extrêmement important dans les troubles locomoteurs de la maladie, dans les chutes. Est-ce que c'est un rôle plus direct sur les centres de la région locomotrice, et en particulier des projections cholinergiques sur le pédonculopontin? C'est encore quelque chose qu'on ne sait pas encore, les études ne sont pas suffisantes. Deuxième problème, ce sont les troubles de l'orientation posturale. Alors, je n'irai pas très loin sur le plan sémiologique, puisque je sais qu'on va vous en parler cet après-midi. Je vous les ai cités. Ici, donc, un antécolis, une flexion cervicale, avec cette chute plus ou moins fixée de la tête en avant. Ici, vous voyez ce qu'on appelle donc ce PISA syndrome, qui est cette inclinaison du tronc latéral. Et puis, donc ici, par définition, le syndrome camptocormique, avec cette flexion du tronc,